Salut les amis, alors vous le voyez, on est en polo, il y a le barbecue, on est donc en été. Et souvent l'été, c'est une saison propice au développement des orages. Il y en a justement un, regardez derrière moi. Alors comment se forment ces orages? Comment se forme le vent qui les annonce? Comment se forme la pluie, la grêle, la foudre ou encore tout simplement le nuage qu'on appelle cumulonimbus? Eh bien vous allez tout comprendre dans la vidéo qui suit. Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment se forme un orage et plus particulièrement 4 choses. Comment se forme le vent qui est souvent présent dans un orage. On a des très fortes rafales de vent parfois qui peuvent atteindre les 100 km/h. Comment est-ce que ce vent se forme? Comment tout simplement est-ce que le nuage d'orage qu'on appelle cumulonimbus, et on va voir qu'il y en a plusieurs types, se forme? Comment est-ce que la grêle, très redoutée des agriculteurs, mais aussi la pluie, attendue elle lors des événements de sécheresse, sont produites? Et enfin, on parlera de la foudre qui accompagne très souvent effectivement les orages. Donc commençons par le vent. Alors souvent, on le sait, un orage s'accompagne de rafales de vent très violentes qui peuvent atteindre, donc, comme je l'ai dit, les 100 km/h. Et comment se forme ce vent? C'est souvent l'histoire de la confrontation entre deux masses d'air. Alors dessinons notre pays sous forme d'un hexagone comme celui-ci. Et on va répartir la situation du jour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'est et dans le sud, on a un air chaud, une masse d'air chaude, et on a une perturbation qui arrive de l'ouest, donc une masse d'air froide et sèche. Et la confrontation entre l'air froid, sec, et l'air chaud, qui est souvent humide, c'est ça qui va donner les vents. Pourquoi? C'est une question d'orientation. Regardez, on a notre masse d'air froide qui est ici et qui est assez dense. Et notre air froid, lui, il va plutôt avoir tendance à aller vers les basses altitudes parce qu'il est extrêmement dense. Et notre air chaud, quand il va se confronter à l'air froid, lui, il va monter, puisqu'effectivement l'air chaud est moins dense et par conséquent, on a ici notre masse d'air chaude à l'est et notre masse d'air froide à l'ouest. Et on a un frottement entre ces deux masses d'air ici. L'air froid qui plonge en profondeur à des altitudes faibles et l'air chaud humide qui monte en altitude parce qu'il est moins dense. La confrontation entre ces deux-là forme des frottements, forme des courants d'air qui sont responsables donc de vents potentiellement très violents. Maintenant, intéressons-nous tout simplement à la formation du nuage en lui-même. Comment se forme un nuage d'orage que l'on appelle, vous le savez, cumulonimbus? Alors c'est très simple. Comment se forme ce nuage? C'est aussi une histoire de masse d'air. Vous allez le voir. En montant en altitude, rappelez-vous, on l'a vu juste avant, l'air chaud va monter en altitude. Alors ici, j'ai représenté une montagne un petit peu en 3D. Donc notre air chaud va monter en altitude puisqu'il est moins dense. Et je vous rappelle que cet air chaud, je l'ai dit juste avant, il est humide. Et donc en montant en altitude, il va entraîner avec lui les petites particules d'eau très fines qu'il possède. Et en montant, vous le savez, la température baisse. Ces particules d'eau vont se condenser et vont former, plus elles vont monter, un nuage, et donc c'est comme ça que se forme le nuage d'orage. Alors si vous avez déjà vu un nuage d'orage, vous allez vous dire que je l'ai mal représenté. Effectivement, un nuage d'orage, souvent, en tout cas dans la plupart du temps, il se représente avec une enclume. Comment se forme cette enclume? C'est très simple. On va reprendre notre échelle d'altitude ici. Voilà. Et on se rappelle que plus on monte en altitude, plus la température diminue. On a donc mon air chaud qui va monter.
Cet air chaud, plus il monte, plus les particules d'eau se condensent. Donc au final, le nuage d'orage, le cumulonimbus, va se former tout au long de l'ascension de l'air chaud. Plus l'air chaud, plus le courant d'air chaud est puissant, plus le nuage va être haut en altitude, puisque l'air chaud a été à une altitude très importante. Et ici, vous le savez, il y a généralement ce qu'on appelle une enclume, c'est-à-dire que le nuage s'étale. Pourquoi est-ce que cela se forme? Eh bien tout simplement parce que l'air chaud a atteint une limite. Cette limite, c'est la stratosphère. Et en atteignant la stratosphère, eh bien le nuage va s'étaler et va donc former ce que l'on appelle une enclume. Alors tous les cumulonimbus n'ont effectivement pas d'enclume, puisque si le courant d'air chaud n'est pas assez puissant, il ne va jamais atteindre la stratosphère. Imaginons que notre courant d'air chaud s'arrête ici. Eh bien regardez, si le courant d'air chaud s'arrête ici, notre nuage ne va avoir que cette taille-là. Ce sera quand même un nuage d'orage, mais il aura une altitude plus faible. Il n'a pas atteint la stratosphère qui est ici, et donc il ne formera pas son enclume. Si on dépasse la stratosphère, enfin si on atteint la stratosphère, on va parler de cumulonimbus capellatus. Et par contre, s'il n'y a pas d'enclume, eh bien c'est un cumulonimbus calvus. Donc vous le voyez, il y a deux types de cumulonimbus, ceux qui ont une enclume, qui ont atteint la stratosphère, et ceux qui n'en ont pas, qui n'ont donc pas atteint la stratosphère. Donc voilà comment se forme un nuage d'orage, par condensation des particules d'eau qui sont présentes à l'intérieur de cette masse d'air chaude et humide, et qui, en montant en altitude, par la baisse de la température, vont se condenser et former un nuage. Donc maintenant, intéressons-nous, une fois qu'on a vu la formation de ce cumulonimbus, eh bien, à ce qu'il contient, c'est-à-dire la pluie généralement, et la grêle, très redoutée des agriculteurs. Comment se forment ces deux types de précipitations? Il faut d'abord savoir que dans notre cumulonimbus, on a deux types d'éléments. Le premier, ce sont des petites gouttes d'eau. Il y en a énormément, ce sont d'ailleurs elles qui forment le nuage. Et puis on a aussi des microcristaux de glace. Voilà les deux grands types d'éléments que l'on a dans notre nuage. Eh bien en fait, la grêle, on va commencer par elle, elle est issue de ces microcristaux. Les microcristaux, ils vont, dans la partie où les températures sont négatives, donc en dessous de zéro, ils vont s'agglomérer entre eux. Donc on va faire un petit zoom ici. Ils vont s'agglomérer entre eux. Bien évidemment, à la faveur, puisqu'il faut le rappeler, des courants d'air chaud qui sont présents dans le nuage et qui vont faire entrer en rotation les particules. Ces microcristaux, en entrant en rotation, vont s'agglomérer et vont former des grosses masses que l'on appelle donc des grêlons. Donc les grêlons, ils sont issus de l'agglomération de petits microcristaux, mais aussi parfois de gouttes d'eau, puisque imaginez, une goutte d'eau qui vient s'agglomérer à un cristal de glace, elle va se geler à son tour et elle va donc former un grêlon. Donc les grêlons, c'est une agglomération de microcristaux entre eux à la faveur des courants d'air, et puis c'est aussi une agglomération potentiellement de gouttes d'eau associées à des microcristaux. Alors souvent, on le sait, les grêlons peuvent atteindre des tailles très importantes. Comment expliquer ceci? Eh bien globalement, on a deux possibilités. La première, donc dans le nuage, c'est que l'agglomération des microcristaux se réalise de façon très longue. Plus l'agglomération est importante, plus la taille des cristaux va être importante. Et la deuxième, eh bien, c'est la force des courants d'air à l'intérieur du nuage. Si nos courants d'air sont très importants, nos courants d'air ascendants sont très puissants, eh bien, ils vont empêcher la chute de nos grêlons. Et tant que les grêlons ne tombent pas, eh bien, ils vont s'agglomérer. Et imaginez, s'ils ne sont toujours pas assez lourds pour tomber, ils peuvent atteindre des tailles très importantes. Donc plus le courant d'air ascendant est important,
plus le grêlon mettra du temps à tomber, tout simplement par la gravité, et donc potentiellement, plus il va pouvoir atteindre une taille très importante. Donc les grêlons, c'est deux choses. La première, une agglomération de microcristaux ou de gouttes d'eau, mais ils sont aussi bien évidemment importants au niveau donc de leur taille. Plus leur taille est importante, plus cela signifie que soit l'agglomération a duré longtemps, soit le courant d'air ascendant chaud au niveau du nuage a été puissant pour retenir les grêlons au niveau de la partie supérieure du nuage, là où les températures sont négatives. Et puis bien évidemment, comment se forment les précipitations cette fois sous forme de pluie? Eh bien ce sont tout simplement les petites gouttes d'eau qui elles sont présentes au niveau de la zone où les températures sont positives. Eh bien ces gouttes d'eau, elles vont se condenser, ce sont des microparticules d'eau qui vont se condenser pour donner une grosse goutte d'eau. Et cette grosse goutte d'eau, elle aussi, lorsqu'elle aura une masse suffisante, va pouvoir tomber pour effectivement donner une précipitation. Dernier élément à expliquer pour comprendre totalement ce qu'est un orage, c'est bien évidemment la foudre, l'un des phénomènes les plus visibles lorsque se produisent donc effectivement des orages comme ceux que l'on explique là. Alors la foudre, comment est-ce qu'on pourrait la résumer? Eh bien au départ, c'est une accumulation d'électricité statique présente donc dans notre nuage. Et à quoi est-elle due? Eh bien encore une fois, il y a l'histoire de ces fameux mouvements d'air, ces courants d'air chaud ascendants. Que produisent-ils ces courants d'air? Eh bien, ils vont se faire entrechoquer des petites particules contenues dans le nuage. Rappelez-vous, on l'a vu juste avant, dans le nuage, il y a notamment des microcristaux. Il y a aussi des particules de glace plus importantes qui sont dues à l'accumulation de microcristaux. On appelle ça du grésil ou des grêlons. Et puis, il y a des petites particules d'eau. Eh bien, en fait, la foudre, elle est due justement à ça. Alors, si on fait un dessin un petit peu plus drôle pour comprendre le phénomène, on va zoomer davantage. On va imaginer qu'un microcristal de glace va venir s'entrechoquer avec un plus gros morceau de glace, donc un grêlon. Eh bien, le microcristal de glace, lorsqu'il va venir se culbuter sur le grêlon à la faveur des mouvements ascendants, une particule électrique, un électron, va passer du microcristal de glace au grêlon. Et par conséquent, si vous avez fait un petit peu de physique, mais vous allez voir que c'est assez simple, lorsqu'une particule de glace s'est ajoutée au grêlon, on dit qu'il a une charge négative. Et lorsque le microcristal a perdu sa particule électrique électron, eh bien on dit qu'il est chargé positivement. Et donc tout simplement, vous le voyez, par des frottements, c'est un petit peu lorsque l'on frotte une règle en plastique sur de la laine, il va y avoir des entrechoquements d'éléments et on va donc avoir une répartition inégale des charges électriques. Et maintenant, vous le savez, le grêlon, lui, il est très dense. Il va donc tomber à la base du nuage. Et par conséquent, vous le comprenez facilement, toutes les charges négatives vont être présentes en base de nuage. Et notre microcristal, lui, eh bien, à la faveur des courants ascendants, vu qu'il est très léger, il va monter au sommet du nuage. Et c'est là qu'il va donc s'accumuler pour former des charges positives au sommet du nuage. Et vous le comprenez, notre cumulonimbus maintenant, c'est un petit peu comme une pile. Il a un côté moins et un côté plus. Et là, c'est tout simplement le terrain idéal pour former de l'électricité, puisque vous le savez, les charges négatives vont attirer les charges positives. Et donc, entre la base et le sommet, va pouvoir se former, lorsque la tension est devenue très importante, lorsque les charges moins vont attirer de plus en plus les charges plus, va pouvoir se former un arc électrique entre la base et le sommet. Ça, c'est notre foudre. Alors, mon schéma est assez simplifié et moche, mais on peut tout simplement comprendre que voilà, la foudre, elle peut se former dans un nuage, bien évidemment, entre la base et le sommet, parce que les charges moins ont attiré les charges plus. Mais aussi, si vous avez compris le phénomène, elle peut se former, bien évidemment, à la base de notre nuage et frapper le sol. Pourquoi? Parce que sur notre sol, on a des charges moins et des charges plus, et c'est le même principe. Les charges moins à la base du nuage vont attirer les charges plus présentes sur le sol, et lorsque la tension entre les deux est devenue trop importante, eh bien, un éclair va pouvoir se former. C'est donc effectivement une histoire de charges moins qui sont attirées et qui attirent réciproquement des charges plus. Voilà donc comment se forme la foudre. Et grâce à cette vidéo, vous avez donc compris
comment se forme le vent qui annonce l'orage, comment se forme le nuage d'orage, à quoi sont dues les précipitations de grêle et de pluie et comment se forme la foudre.